Romain Desarbres, RMC, à l'After RMC. À vous. On y va. Bonsoir Olivier. Bonsoir Pierre Moscovici. Alors je vous ai écouté, malgré les dernières avancées dans l'affaire des S4, ces dernières 48 heures, vous êtes encore ce soir derrière François Hollande pour 2012. François Hollande, le réformiste. Vous avez dit on va s'intéresser à vos convictions, à votre projet, dont les idées sont réunies dans un texte qui ressemble d'ailleurs à un projet de président de la République qui s'appelle l'audace d'innover. Et dès le début de ce texte, vous faites un constat. Vous faites le constat que la gauche en Europe, la social-démocratie, n'a pas su profiter électoralement de la crise de 2008. Alors avant d'entrer un petit peu plus dans le détail de ce projet, une première question, qu'est-ce qui va faire qu'en 2012, la gauche française va faire mieux que ses voisines et est-ce qu'elle prend le chemin de la victoire ? Moi, je pense que la victoire est possible, sinon probable, et surtout que la défaite est interdite. C'est le titre d'un livre que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps et qui reste totalement d'actualité. Les Français n'en peuvent plus de Sarkozy et du sarkozysme. Et c'est pas parce que aujourd'hui il paraît un peu plus pondéré qu'hier, parce qu'il se promène avec des discours constructifs, parce qu'il remanie son gouvernement avec des jeunes. C'est pas ça qui change Nicolas Sarkozy. Les Français savent que c'est un président d'injustice, que c'est un président d'inefficacité, que c'est un président qui a liquidé le modèle social ou qui est en train, et qui aussi a peu respecté le pacte républicain, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et donc, si vous voulez, il y a quelque chose de très fort pour nous. Je le dis objectivement, c'est la volonté de changement des Français. Ils n'en peuvent plus de ce président. Toute la question, c'est de savoir si nous saurons être ceux qui sont à la hauteur de ce désir d'alternance, si nous saurons porter, incarner ce changement. Et la raison qui me fait penser que nous pouvons le faire, c'est justement que nous avons fait notre mue réformiste, que nous sommes à la fois très crédibles, très à gauche, à la fois complètement dans la transformation sociale et aussi dans l'acceptation d'un certain nombre de réformes de structure qu'il faut faire, et aussi de la construction européenne qui reste pour nous un fil rouge. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, c'est pour ça que je me bats, et c'est une des raisons du choix que j'ai fait, parce qu'au fond, quand je choisis François Hollande, après avoir été avec Dominique Strauss-Kahn, c'est parce que ma conviction, c'est que les idées qui sont aujourd'hui portées par François Hollande sont les plus proches de celles que nous avons portées ensemble. Mais alors, je vous parle projet et vous me parlez tout de suite de Nicolas Sarkozy. Non, je vous ai parlé de deux dimensions. Je vous ai dit d'une part, vous me demandez qu'est-ce qui fait que nous serions plus forts. Est-ce que c'est pas la gauche qui retombe dans l'un de ses défauts, c'est-à-dire l'anti-sarkozysme? Non, je vous ai dit qu'il fallait les deux dimensions. Je pense que l'anti-sarkozysme ne fait pas une politique, mais que ce qui fait la spécificité de la situation française, c'est quand même ce rejet incroyable d'un président de la République qui reste coaché désespérément à 25 ou 30% d'opinion favorable. Les Français n'en veulent plus. Et on voit bien qu'il y a dans l'esprit de nos concitoyens, la recherche de la solution. Alors, si dans ces conditions-là, la gauche perd, ça veut dire que c'est la gauche la plus bête d'Europe. Ça, nous pourrons nous en vouloir, ça c'est certain. Et je pense que les Français nous en voudront. Nous n'avons pas le droit de perdre. Et c'est pour ça que nous devons être tout à fait à la hauteur de cette attente. Tout l'enjeu des primaires, puis l'enjeu du projet que présentera le candidat ou la candidate socialiste, puis l'enjeu de la campagne que nous ferons, c'est de faire en sorte que cet anti-sarkozysme qui existe se transforme en espoir, se transforme en confiance. Et c'est là où le réformisme radical, ou le réformisme de gauche, ou la social-démocratie trouve sa place, c'est-à-dire qu'il faut à la fois montrer que nous voulons changer les choses et que nous pouvons rassurer les Français. C'est très important ça. Et la notion centrale pour moi, c'est la notion de confiance. On a un pays qui aujourd'hui se sent en difficulté, qui se sent déclassé, qui a le sentiment d'avoir reculé au sein de l'Europe, reculé dans le monde, dans lequel les inégalités se creusent. Il faut le redresser et le rassurer. Vous voulez transformer l'anti-sarkozysme en victoire électorale. Ouais. Je souhaite que cet anti-sarkozysme qui est là se transforme en espoir. Je ne me contenterai pas, je l'ai dit, écrit, je le redis, d'une victoire de Racro ou de Rapine qui serait uniquement fondée sur le rejet de l'adversaire. Il faut qu'on croie en nous. Et je pense que nous avons déjà un solide capital de confiance qui est lié par exemple à ce que nous faisons dans les collectivités locales, qui est lié à la solidité de nos personnalités, mais l'alchimie reste, ou la mayonnaise reste encore à prendre. Ça, alors on va rentrer dans le détail de votre projet. Parmi les chantiers prioritaires que vous avez listés, il y a le fait de s'attaquer la lutte contre le creusement du fossé entre les citoyens et l'État. J'ai noté ça, vous n'êtes pas le seul à le dire d'ailleurs, et vous proposez pour resserrer ce lien, non pas uniquement, j'ai noté, des moyens supplémentaires dans les services publics, mais aussi plus de qualité et plus d'efficacité dans ces services publics. Ça veut dire quoi exactement? Plus d'efficacité dans l'enseignement, j'ai noté dans la police, la justice. Est-ce que ça veut dire que les hommes et les femmes qui font tourner ces services publics ne sont pas encore assez efficaces? Non, c'est pas ça. C'est que pour la gauche, souvent on nous dit
vous faites du quantitatif, vous ne faites pas de qualitatif. Vous proposez sans arrêt des moyens supplémentaires et vous ne proposez pas de réforme de structure. Et ma conviction, c'est que dans un contexte, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans le débat économique, de rareté des moyens budgétaires, avec une dette publique extrêmement importante, avec des déficits qui sont majeurs, nous ne pourrons pas tout promettre. Et je le dis ici, on ne promettra pas aux Français d'augmenter toutes les dépenses publiques. Si nous le faisions, soit nous serions mensongers, et on serait puni, soit on serait inconscient et on serait puni autrement. Et donc, à partir de ces moyens rares, il faut, choisir des priorités en petit nombre, et je vais en dire une, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, l'éducation. Et puis deuxièmement... Là, des moyens financiers. Des moyens, et puis je peux ajouter aussi la sécurité. Quand le Parti Socialiste dit qu'il faut redonner aux forces de police et de gendarmerie quand même les moyens de leur action, c'est évident. Alors on en revient toujours aux mêmes questions. Où coupez-vous? Voilà, dans quel secteur vous voulez développer l'efficacité sans mettre des moyens financiers? Mais pour le reste, il faut effectivement améliorer la qualité du service public. Il faut le faire avec les fonctionnaires eux-mêmes qui ont été méprisés. Ils ont pratiquement un exemple de secteur où vous voulez mais à peu près tout, si vous voulez. Tout le reste, tout ce qui n'est pas éducation, police. Tout. Nicolas Sarkozy a imposé à la fonction publique, il y a des fonctionnaires qui nous écoutent, un principe qu'on appelle la RGPP, Revue Généralisée des Politiques Publiques. On va le résumer. C'est simple, on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Moi, cette mesure me paraît stupide. Dès lors qu'elle est appliquée de manière mécaniste, il faudra effectivement pas remplacer tous les départs à la retraite, mais il faudra donner des améliorations négociées aux fonctionnaires, des contrats de progrès, des contrats d'objectifs. Et ça vaut dans l'éducation, comme dans la police, comme dans la justice, comme dans l'hôpital. L'hôpital qui se sent très délaissé. Moi, je suis président du conseil de surveillance d'un centre hospitalier. Je sais ce que c'est. Et donc, engageons un vaste chantier de dialogue social avec les fonctionnaires pour changer le service public et en donnant des moyens là où ils sont les plus nécessaires. Vous ne serez pas paralysé comme l'avait été le gouvernement de la gauche de Lionel Jospin qui de temps en temps n'osait pas trop toucher à certains avantages acquis pour éviter justement des grèves, des mouvements sociaux. La période n'est pas la même. À l'époque, nous avions une croissance forte et paradoxalement, les réformes sont plus compliquées quand on a une croissance forte parce qu'on attend de la distribution. Les Français aujourd'hui, ceux qui nous regardent, ils sont très conscients de la situation du pays. Ils savent que la dette, c'est l'ennemi du service public. Ils savent qu'il y a des réformes à faire. Ils ne sont pas en train de demander, eux, plus d'État. Ils veulent aussi un État qui fonctionne mieux. Et la gauche réformiste est une gauche qui sait réformer l'État, qui travaille, oui, sur la qualité, l'efficacité du service public. Et pour moi, ce n'est pas un gros mot. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un moins, c'est-à-dire qu'on va faire un mieux. Alors justement, pour faire mieux au sujet de l'efficacité du travail, Angela Merkel avait accusé le mois dernier les autres pays européens de ne pas travailler assez. Elle est revenue sur ses propos. Les Allemands ne travaillent pas plus que les autres, mais plus efficacement, dit-elle, car il y a moins de grèves qu'ailleurs. Alors, elle avait peut-être la... Et autre chose, hein, elle a dit. Et autre chose. Voilà. Alors, je pense que c'est donc là, on va retenir les grèves, frein à l'efficacité, selon Angela Merkel. Et évidemment, on ne va pas restreindre le droit de grève en Europe. Mais est-ce qu'il faudrait, selon vous, harmoniser les durées de travail, les temps de travail en Europe? Mais si on fait ça, on va s'apercevoir qu'en réalité, le temps de travail en France, on en parlera peut-être avec Christian Jacob, je ne sais pas pourquoi, j'ai une intuition qui parlera des 35 heures, mais le temps de travail en France est équivalent ou plus important que dans beaucoup de pays qui ont des... mais elle vous dit en Allemagne, peut-être le temps de travail est-il inférieur à celui de la France, mais comme ils font des grèves... Attendez, non. C'est ce qu'elle dit, c'est pas moi qui le dis, mais on parle du temps de travail effectif, mesuré par les instituts statistiques français et allemands. On travaille quelques heures de plus annuellement en France qu'en Allemagne, et beaucoup d'heures de plus en France qu'en Suède, par exemple, qui est un pays extrêmement compétitif. Et donc, moi, la réponse que je fais, c'est que le problème de la durée du travail n'est pas le problème essentiel. Le problème du coût du travail n'est pas le problème essentiel. Contrairement à ce qu'on aime à dire dans les instituts patronaux, le coût du travail français et allemand, il est rigoureusement identique. Le problème, c'est la compétitivité, là encore qualité, produit. C'est la tension que met tout un peuple sur son industrie. Ce qui fait qu'on vend plus de voitures en Allemagne qu'en France, c'est que, oui, elles sont perçues par le consommateur mieux, même si nos industriels français, je pense à Peugeot par exemple, puisque je suis un élu de cette région, à Sochaux, fait des progrès considérables. Et il faut, là encore, qu'on développe, et c'est fondamental, tout ce tissu de PME, PMI, ce qu'on appelle en Allemagne le Mittelstand, qui manque chez nous. Il faut que nous mettions le paquet. Là, c'est l'un des chantiers actuels du gouvernement. Dans le texte que j'évoque, moi je dis que c'est le tissu productif, c'est la priorité industrielle qui doit être centrale, et j'ajoute aussi la priorité écologique, puisque les deux choses vont ensemble. Je n'oppose pas écologie et industrie. Justement, on y vient. Pour relancer la croissance, vous proposez de relancer la production industrielle. Comment est-ce que vous comptez faire pour que cela heurte pas vos ambitions écologiques qu'on connaît? D'abord, l'industrie d'aujourd'hui n'est pas
industrie qui s'oppose à l'écologie. Et s'agissant de l'écologie, il faudra qu'on mette en place des outils fiscaux. Je pense par exemple à une taxe carbone, si possible européenne, ou est-ce que nous appelons une TVA écomodulable, c'est-à-dire que le taux de TVA soit pas le même selon la durabilité du produit que l'on consomme. Il faudra mettre en place une politique extrêmement importante, mais c'est aussi de l'industrie, d'économie d'énergie, mettre le paquet sur les énergies renouvelables, puisque c'est là où on doit trouver petit à petit les moyens de rééquilibrer notre mix énergétique. L'industrie ne s'oppose pas à l'écologie. L'écologie un peu obscurantiste, parfois, considère que l'industrie est négative. Et je pense qu'il faut faire les deux ensemble, c'est-à-dire à la fois la transformation industrielle et la transformation écologique. Mais aujourd'hui, un exemple très concret, vous le rappeliez à l'instant, député donc du Doubs, il y a PSA Sochaux qui emploie 12 000 personnes. Absolument. Sans compter donc les sous-traitants autour. Ils fabriquent notamment des 308, des 3008, 5008, vous connaissez ça encore mieux que moi. Oui. Voilà, bon, une majorité de diesel. Aux ouvriers, vous leur dites quoi? Ils ne fabriquent pas aujourd'hui de voitures électriques à PSA Sochaux. Il faut relancer la production et donc créer des emplois. Ce que je vois chez moi, c'est que tout est en train de changer, qu'on va de plus en plus vers des véhicules qui sont de plus en plus hybridés, qu'on fait des progrès. Par exemple, on travaille à côté de chez moi, c'est Forcia, une autre entreprise, sur les systèmes d'échappement. On essaie de faire en sorte qu'ils soient moins polluants. Non, l'industrie évolue, l'industrie bouge. On aura toujours besoin de véhicules individuels. Toujours. Bon. Même s'il faut développer le transport collectif. Merci Romain. Juste une question comme ça, je vous entendais parler d'écologie obscurantiste. Nicolas Hulot, qui n'est pas en tête, dit les Verts sont en train de nouveau se replier sur eux-mêmes. Daniel Cohn-Bendit dit la même chose. Eva Joly, c'est l'écologie obscurantiste. Non, je vous dis, je ne suis pas un adepte de la petite phrase. Les écologistes choisiront qui ils veulent. Ce seront pour nous des partenaires importants. Mais je vais prendre l'exemple d'une idée qui me paraît obscurantiste. C'est la thèse de la décroissance. Parce que je ne sais pas comment on finance une protection sociale, comment on crée de l'emploi, comment on fait en sorte que le pays rayonne si on est en décroissance. Croissance sélective, oui. Décroissance, non. Et l'obscurantisme, c'est... Un député écologiste connu, je ne vais pas donner son nom, dans une émission me disait chez toi à Sochaux, on produit des bagnoles. Pourquoi est-ce qu'on ne produit pas demain des bus électriques? J'ai répondu t'es tombé sur la tête. C'est pas comme ça que ça peut se faire. Bien, c'est la fin de la première partie de cette émission. Merci Romain. Et après le journal de 19h, vous aurez ce face-à-face, ce débat avec Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. On parlera à 90% d'économie et de social. Très bien. À tout de suite.